Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, je vous remercie beaucoup d'être au JMC cette année. Alors, pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, c'était déjà les droits culturels le thème, et cette année du coup on parle de la jeunesse, mais on s'est dit qu'on voulait quand même mettre un peu de droits culturels là-dedans. Moi je m'appelle Basile Fontana, je suis un ancien étudiant du master Management des organisations culturelles. Et j'ai un peu organisé cette table ronde avec mes invités du jour, que je laisserai se présenter plus en détail, mais on a Marnia Bouaf, Sarah Loumech et Robin Girard, qui présenteront leur projet juste après. Et juste, on s'est dit qu'avant de commencer, il était important d'un peu définir ces termes qu'on entend partout, éducation populaire, droit culturel. Alors c'est compliqué et c'est controversé, mais en deux, trois mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément. Éducation populaire, on entend par là un peu tout l'éducation en dehors de l'école, en dehors des systèmes classiques, institutionnels, avec l'idée de un peu améliorer le système social, incapaciter les gens, les émanciper, et qu'ils puissent participer comme ça à la vie citoyenne le mieux armé possible. Et surtout, il y a une vraie dimension de ne pas hiérarchiser les cultures. Il n'y a pas de culture savante, culture populaire, etc. Chacun arrive avec ses cultures qui sont tout aussi légitimes. Et à ça vient s'ajouter les droits culturels. Donc c'est des droits fondamentaux qui sont apparus déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, etc. Mais aujourd'hui on entend beaucoup parler parce qu'ils ont été introduits en France par la loi NOTRe en 2015 pour les petits repères historiques. Et il y en aurait 8, mais voilà, on en parle avec Marnia, c'est un peu compliqué, on va pas faire la liste. Mais bon, l'idée c'est un peu de se dire que on participe à la vie culturelle, aux manières de s'exprimer, de sa culture, ses références, etc. Tu disais très bien, Marnia, si tu peux reprendre tes mots, mais que c'était juste parler avec l'humanité des gens et parler avec tout ce qu'ils avaient en eux. Et c'était un peu comme ça qu'on définissait les droits culturels. Donc voilà, maintenant j'ai demandé à mes invités de la tâche un peu compliquée de se présenter en 1 minute 30. Et le projet. Et qui veut commencer? Allez. Du coup, bonjour, moi je suis Robin. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un tiers-lieu. Je mets des guillemets au mot tiers-lieu parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à raison. L'idée de ces lieux, voilà, d'un peu de repenser un modèle de consommation, de production, de faire ensemble. Donc moi j'ai bossé pendant 5 ans sur le développement d'un espace dans un quartier prioritaire dans le 19e arrondissement de Paris. Ce projet s'appelle l'Éternel Solidaire et donc c'est un lieu de vie, vraiment un lieu hybride où l'idée c'était de développer des activités dans l'animation du territoire, de l'insertion par l'activité économique, l'apprentissage par le numérique également et tout simplement d'avoir un espace de vie dans un quartier prioritaire où l'idée c'est aussi de ramener du service de proximité, des façons de faire ensemble, de travailler ensemble aussi avec un écosystème local qui est aussi propre au quartier prioritaire de la ville. Et donc moi personnellement j'ai arrêté de travailler en mars cette année dans ce projet qui était un projet super intense pour reprendre un peu de recul et me consacrer plus sur de la recherche sur justement cette notion d'espace commun, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve et un petit peu voilà, un petit peu regarder aussi qu'est-ce que ça permet justement ces lieux justement sur les questions de l'application des droits culturels ou autres, de pouvoir arriver à réfléchir à des nouvelles façons de faire. 1 minute 30, je pense. Moins, mais... Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Sarah Loumech, je suis directrice de la culture sur un territoire au nord de Lyon, dans le Beaujolais, vers Villefranche-sur-Saône, donc sur une ville et sur ce qu'on appelle un EPCI, pour ceux qui ne connaissent pas, une communauté d'agglomération, et également directrice d'un lieu pour ce territoire, qui est un tiers-lieu ou lieu hybride, je vais y revenir, qui s'appelle la Maison d'Armorel, qui est consacrée à la culture, au culinaire et à l'entrepreneuriat. Donc 3 piliers dans ce tiers-lieu. Et puis là, je suis aussi comme Robin en période de transition et je m'installe à mon compte depuis quelques mois maintenant pour accompagner des lieux et des politiques culturelles sur d'autres territoires après une dizaine d'années sur ce lieu Maison d'Armorel dont je vais vous parler. Je passe à autre chose. Voilà. Donc c'est un lieu, alors peut-être, je ne sais pas si tu as la vidéo, j'ai une petite vidéo de 45 secondes, ça me permet juste de voir le lieu, c'est des fois plus sympa en image. C'est vraiment court, et après je complète.
Donc c'est une donnée importante dans le projet qu'on a porté, puisqu'il y a une dimension assez, à la fois assez chouette et puis assez aussi, qui véhicule aussi une image assez élitiste finalement et assez bourgeoise. Donc comment travailler justement à s'ancrer sur un territoire avec ce qui est déjà ce présupposé de départ, c'est tout le travail aussi qu'on a fait. Donc un lieu hybride, on n'a pas utilisé le mot tiers-lieu nous sur notre territoire parce qu'il y avait le souhait de ne pas l'utiliser parce que ne correspondant pas forcément à l'ADN de notre territoire à nous. On est à un territoire, le Beaujolais c'est à la frange de la métropole de Lyon, on est à 40 minutes de la métropole de Lyon et pour un certain nombre de personnes, le mot tiers-lieu était plutôt associé à la métropole justement, à tous les lieux qui poussent sur la métropole de Lyon et donc on l'a pas appelé comme ça, mais au final, bon, c'est quand même un lieu hybride avec différents usages. Donc il y a la partie résidence d'artistes. On a créé un atelier de résidence d'artistes plutôt pour les arts visuels et arts numériques qui a ouvert en 2021. Et puis le lieu dans son ensemble, dans son entièreté, a ouvert en juin dernier. Et avec donc cette particularité que c'est un lieu porté par une collectivité, donc avec une grosse dimension d'intérêt général, de service public, de transmission, de soutien à la création aussi, de voilà, tout un tas de données qui sont vraiment de l'ordre des politiques publiques, et en même temps une dimension business aussi, entrepreneuriat, privé, quoi. Et donc on a vraiment essayé de mixer et de travailler beaucoup sur le modèle économique qui mixe public et privé, et en même temps intérêt général, participation des habitants et notamment des jeunes, et on va y revenir sur le projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu en 1 minute 30, j'ai peut-être dépassé. Merci. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Marnia Bois, je suis directrice de la dernière MJC autonome à Paris, dans le 20e. Et c'est une MJC qui est aussi foyer de jeunes travailleurs. Donc la MJC est au rez-de-chaussée et on a 87 logements au-dessus. Et c'est un bâtiment qui est protégé, qui est un bâtiment type Le Corbusier, magnifique, en béton et en briques rouges. Et donc c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60 par un projet assez remarquable porté par un père jésuite qui avait cet imaginaire. Le 20e arrondissement, la commune de Paris, c'est au cœur du 20e arrondissement. Et donc ce bâtiment a été construit dans les années 60 sur des terrains qui appartenaient à l'église, où il y a eu un massacre de 50 otages, et donc des Versaillais contre des communards. Et donc le père jésuite dans les années 60 a voulu réconcilier, et donc créer, comme ce fut beaucoup le cas de l'église, créer des œuvres sociales. Donc la MJC, donc, il a eu cette idée assez innovatrice de créer une MJC, de la donner en gestion à une association d'habitants, et de jeunes notamment, et de mettre au-dessus un foyer de jeunes travailleurs, ce qui est encore aujourd'hui assez exceptionnel. On doit être 2 en France à avoir ce système-là. Alors pas d'MJC, il y a des centres, pas très loin, il y a un centre social avec un foyer de jeunes travailleurs au-dessus. Et s'ajoute à ça un habitat communautaire. Années 60, c'était un peu à la mode de ces expérimentations-là. Donc on est sur un territoire de patrimoine assez intéressant. Et donc là-dessus, il y a une MJC gérée par des habitants dont l'objet prioritaire est la jeunesse. Donc une MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture. C'est un lieu culturel, un lieu de pratique amateur, un lieu où les professionnels viennent répéter, c'est un lieu où il y a une salle de spectacle, où il y a un terrain d'urban. Alors j'ai pas pris de photos parce que je suis très dans mes élèves, donc j'ai oublié, mais il y a un urban, parce que c'était aussi un lieu où le sport, la culture, il y avait une galerie d'art, alors on l'a rénovée depuis 5 ans, donc elle n'existe plus, mais il y avait une galerie d'art. Ce père jésuite était féru d'art contemporain, donc on a vu passer beaucoup d'artistes, et puis beaucoup de poètes, d'écrivains. Donc on essaie de continuer un peu cette dimension, d'être un lieu où c'est un bien commun, où tout le monde peut venir. On appelle ça l'accueil inconditionnel. Alors on ne s'appelle pas tiers-lieu, parce que nous on était déjà un tiers-lieu avant. Donc on tient à cette identité-là aussi, qui est une identité qui, dans l'histoire de la pratique amateur, on a l'impression que ça n'existe plus. Il en existe encore 1000 en France. On a l'impression que ce qui se fait c'est vieillot et que c'est du yoga et du tai chi, ce qui est vrai. Mais derrière, c'est vraiment une démarche, et moi j'insiste beaucoup, c'est une démarche pédagogique
axé alors, sur les droits culturels et l'éducation populaire, et qui est vraiment un lieu de culture. Souvent on nous dit vous êtes socioculturel, vous êtes social, on est tout ça à la fois. Mais il me semble que sur les droits culturels, on s'adresse à l'humanité des gens avec tout ce qu'ils ont. Et donc ces lieux-là, on accueille les gens tels qu'ils sont et ça va de 0 à 99 ans. On peut être en reconversion, parce qu'on a aussi des espaces où on vient travailler. En fait, quand on met son gamin qui vient faire la danse classique, aujourd'hui, on travaille, on est en télétravail, on a sa vie. Donc, nous, on développe vraiment tous les aspects de la vie quotidienne. Donc, on peut venir cuisiner, on a une cuisine collective, on peut venir danser, on peut venir se détendre, on peut venir même faire la sieste. Et voilà, ça, c'est un lieu de ce type-là. Si tu me permets de rebondir sur ce que tu es en train de dire, justement, on s'est dit que pour un peu, une fois qu'on avait présenté les projets, ce serait chouette de faire un zoom sur un projet que vous avez chacun porté dans vos lieux, qui démontre un peu la spécificité du travail avec les jeunes sur ces questions de droits culturels et d'éducation populaire, pour mettre un peu en lumière tout ce qu'on raconte. Là, on voit un peu les concepts émerger, mais plus dans le concret, comment ça s'exprime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut démarrer sur son projet? Alors, je suis chaude. T'es lancée, Non, après ma pensée, elle se... Voilà, comme ça, elle ne part pas partout. Donc, la présentation... Alors, moi, je voulais parler d'un projet pas emblématique, mais qui répond bien quand même à cette question-là. On est dans un territoire quand même qui n'est pas politique de la ville, qui est un territoire populaire, mais qui est en gentrification. Donc il faut vraiment faire gaffe à participer encore plus à le gentrifier et à laisser que chacun ait sa place. Donc j'ai choisi de parler d'un projet de jeunes musiciens qui à la sortie du Covid, c'était compliqué d'avoir de la liberté, etc. Et on avait fait une jam, musique, les gens pouvaient venir jouer. Et ils sont venus, ils se sont inscrits, ils ont joué, c'était un petit groupe, ils s'appelaient les Lemon, un petit groupe de 18 ans, ils étaient 4. Et à la fin de la jam, c'était la fête de la musique, ça s'était bien passé, ils sont venus nous voir 3 jours après en disant ça serait chouette que nous on puisse animer dans votre lieu des jams avec des musiciens, etc. Et du coup, comme ça fait partie vraiment de notre ADN, on file les clés en fait du lieu. On dit ouais c'est chouette, mais alors il faut venir installer, il faut venir trouver la technique, il faut venir prendre le matériel, il faut faire la communication, bref, une dynamique de projet. Et nous on aime bien, c'est vraiment aller tout de suite. Moi j'aime bien travailler sur les rêves des gens et d'y aller tout de suite, de ne pas se dire ah oui mais alors quel est le cahier des charges, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Dire ok, on prend une date et puis vous venez à 16h et on aménage le lieu et on y va. Mais avant, vous faites de la com, etc. Et du coup, ça a super bien marché. Ça a marché tellement bien qu'on avait jusqu'à 200-300 jeunes entre 18 et 25 ans qui venaient jammer une fois par mois. Voilà, ils venaient jammer. Alors au début, c'était... en fait, on s'en fout de savoir si on sait jouer. Alors il faut quand même savoir jouer à de la musique. Si on n'a pas une voix super exceptionnelle, c'est pas grave, on peut aussi chanter. C'est bienveillant et nous, en fait, on garantit cette ambiance qui fait qu'on se sent tout de suite à la maison. C'est une maison. Elle est aménagée de telle manière à ce qu'on se sente vraiment bien. Et ces jeunes, on va les rencontrer pas une fois. Ils ne vont pas venir faire qu'un coup et repartir. Ils vont venir plusieurs fois, répéter, venir voir comment on fait, etc. Et quand je parle des jeunes, c'est jusqu'à ces 200-300 jeunes qui venaient, parce qu'on a une très grande salle, venaient jammer. Et ce projet, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, et ça c'est nous, après l'institution, on s'est dit, tiens, c'est vraiment chouette, parce que c'est vraiment de bonne qualité, les jeunes sont de mieux en mieux des très bons musiciens, ça va du jam au groove, au rap, ça se mélange, voilà, là c'est vraiment une énergie assez folle, et on est allé chercher... certains étaient étudiants à Paris 8 en musicologie, donc le prof, ils en parlaient tellement
C'était tellement en lien avec leur vie en fait, qu'ils en parlaient, leurs trucs, c'est on va aller jammer le vendredi prochain, etc. Donc les profs sont venus voir, ils disaient mais c'est quoi ce truc? C'est un objet culturel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils en parlent tout le temps? Et ça participait en fait à leur bien-être. Parce qu'ils allaient, voilà, leur truc c'est la santé mentale, on sait que c'est un vrai sujet, là, pour la jeunesse, c'est un vrai sujet bien posé. Donc ça participait aussi à leur bien-être. Donc les profs sont venus voir, et puis au fur et à mesure, ils trouvaient que c'était vraiment un objet culturel très intéressant. Et on a commencé à aller démarcher les festivals, notamment Son d'hiver, qui sont des festivals de jazz, Son d'hiver et Banlieue Bleue, pour voir un peu quel partenariat on pouvait faire. En fait, à partir d'un truc qui est du terrain, qui émerge, après on va créer avec eux un accompagnement culturel qui va permettre d'aller un peu plus loin. Et moi, mon objectif, c'était de dire, les musiciens qu'on va démarcher, qui vont venir, on ne va pas les payer, on va leur dire qu'ils viennent aussi jammer comme un jeune. Et que moi, ce qui me semblait important, c'était la transmission. Et de se dire, en musique et dans les jams, c'est d'abord la transmission. Et donc, du coup, comment on fait pour que cette transmission puisse se passer de manière tranquille, j'aime bien ce mot-là, tranquillement, sans prise de tête. C'est un lieu où on peut manger, donc on mange, on a un repas, on ne fait pas une liste en disant qu'il faut 5 packs de bière, 4 bouteilles de whisky pour les musiciens. Et en fait, on a eu des musiciens de jazz d'un niveau assez exceptionnel qui ont joué le jeu. Alors, il se trouve que c'est les Américains, parce que les Français, c'est pas dans la culture, en fait. Et là, c'est les Américains, plutôt de Chicago. Quand ils viennent jouer, et on continue, hein, je parle au passé, mais on continue, quand ils viennent jouer à Son d'hiver ou Banlieue Bleue, ils font une halte à la MJC pour venir passer un temps. Alors, il n'y a pas leur grand nom en affiche, hein. C'est vraiment un lieu pour les jeunes, c'est les jeunes qui le portent. Et donc du coup, alors les jeunes, ils sont un peu, quand il y a des grands noms comme ça, alors ils ne les connaissent pas en fait. Hein. Parce que alors, des musiciens de Chicago qui font du free jazz, en droit culturel, moi c'est pas, voilà. Bah, les jeunes aussi, même s'ils sont étudiants en musicologie, le free jazz c'est un niveau, voilà, il faut y aller quoi. Mais quand ils viennent, ils groovent aussi les musiciens. Et ils sont, en fait, pour certains, le témoignage qu'on en a, c'est on retrouve ce qu'on a connu il y a 40 ans à Chicago, dans les écoles communautaires, on retrouve cette transmission. Et en fait, les jeunes, en termes de professionnalisation, parmi ceux qui viennent régulièrement à la jam, là, il y en a pas mal qui commencent à être pros et qui commencent à aller jouer dans d'autres festivals. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les premiers, là, les 4 qui ont commencé à mener cette jam, ils ont transmis le relais. Ils ont aussi transmis à des plus jeunes. Donc là, on a des plus jeunes qui ont 18-19 ans, qui reprennent le relais en se disant nous aussi, on a envie de faire la même chose, parce qu'on est venu voir, et nous aussi, on a envie. Donc là, on est dans la deuxième phase, où là, il y a les jeunes. Alors ça rejoue un peu des fausses notes, mais c'est pas grave. On tient encore à se dire, tiens, maintenant, c'est la transmission, elle s'est passée dans cette jeunesse-là, qui est une jeunesse, en fait, de mixte, qui va, je vous dis, du rap dans les quartiers à des étudiants à la Sorbonne ou à Paris 8, des très bons musiciens en batterie notamment ou en basse, à des jeunes qu'on les voit. Je me permets de m'amener pour faire un peu c'était les 10 le minutes. gardien du temps. Mais voilà, et ce projet existe toujours avant de passer Oui, il existe toujours. On peut venir voir un vendredi. Alors là, on en fait. La prochaine, ça sera en février. Okay, voilà, on peut venir voir les jeunes. Ça marche. Et Sarah, tu veux nous parler des Tavernes Morel? Ouais. On rebondit pas sur les interventions encore, on fait ça après. On fait ça après. Quand on parlera du cadre et tout ça. C'est des choses, notamment sur les musiciens français, la culture par rapport aux États-Unis, là je trouve ça au cœur de notre sujet aussi. Mais on en parlera après. Alors donc moi je voulais vous parler des tables Vermorel, je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. Donc cette maison Vermorel, donc j'ai choisi un projet parmi plusieurs, il fallait faire des choix, on fait aussi dans les choses qui marchent très bien et qui nous permettent d'impliquer des jeunes sur le territoire. On a beaucoup de résidences d'artistes, de résidences longues, vraiment longues. On a fait le choix d'aller sur des résidences de parfois 1 an et demi, parfois 2 ans,
qui nous permet vraiment une présence artistique au long cours et du coup de faire des choses avec les gens et notamment avec les jeunes, mais pas que. Mais du coup, je ne fais pas le focus là-dessus, mais sur un projet qui s'appelle les Tables Vermorel. Donc en fait, cette maison Vermorel, on l'a pensée un peu comme un laboratoire, comme vous avez vu rapidement dans la présentation, et avec cette idée que aussi on entre par la porte de la cuisine pour aller vers autre chose, c'est-à-dire le culinaire comme porte d'entrée pour amener les personnes vers des rencontres artistiques, des découvertes artistiques, parce que dans cette question du culinaire, moi je trouvais très intéressant d'aller questionner les politiques culturelles à cet endroit-là, parce que c'est un endroit de convivialité, c'est un endroit d'hospitalité. Tu parlais, Maria, d'une maison, d'une maison qui est là pour recevoir et pour être où on se sente bien. Et c'est vrai que dès qu'on parle de cuisine, ça permet finalement, à mon sens, d'être vraiment au cœur de cet objet un peu non identifié qu'on appelle les droits culturels, là, c'est-à-dire qu'on arrive à partir de ce dont les gens sont porteurs eux-mêmes, donc ça va être un plat, une recette, une manière de faire, et qui du coup les emmène à leur histoire de vie. Parfois leur histoire de vie elle rejoint la grande histoire aussi, et donc ça permet des échanges et des choses comme ça assez chouettes comme première porte d'entrée. Donc on est parti de ça. Donc depuis 2016 on préfigure ce fil rouge du culinaire avec différents projets. Donc on a travaillé sur par exemple des ateliers de design culinaire au cœur, parce qu'on est à côté aussi de ce qu'on appelle un QPV, un quartier politique de la ville. Donc on a travaillé avec les femmes et les jeunes aussi de ce quartier sur le design culinaire. On pensait qu'on arriverait à toucher que les femmes, spontanément c'était le public le plus évident on va dire, et puis finalement en fait on a réussi à embarquer plein d'ados sur ces questions de design culinaire, mais parce qu'on y allait par une porte aussi un peu sympa, design, et qu'on a réussi à les emmener là-dedans. On a donc en préfigurant, on a fait un certain nombre de choses. Il y a eu des temps festifs aussi, où par exemple on a eu des moments forts du type les personnes avec lesquelles on avait travaillé dans ce QPV qui est à côté, mais qui n'est pas le parc de la maison Vermorel, qui est assez bourgeois comme je vous disais, qui renvoie quelque chose d'assez élitiste, arrivaient avec les plats, je crois que je donnais cet exemple quand on s'est parlé un peu en amont, avec des plats préparés pour tout le monde dans ce parc et dans cette maison dans laquelle ils avaient peut-être jamais été jusqu'ici, et tout d'un coup il se créait quelque chose, un croisement de public avec aussi des bobos entre guillemets, puisque ça gentrifie aussi beaucoup le territoire du Beaujolais, avec des Lyonnais qui accèdent à la propriété en allant un petit peu plus loin. Donc on avait ce mélange entre le côté bobo et puis des gens du quartier d'à côté, et ce croisement qui était vraiment étonnant et assez chouette. Et donc au fil de l'eau, on a préfiguré, on est arrivé à ce projet donc des tables Vermorel. Alors j'ai un peu copié sur des copains qui portent des projets, notamment la Friche La Belle de Mai à Marseille, qui porte un projet qui s'appelle les Grandes Tables, que vous connaissez peut-être. Et puis aussi le Voyage à Nantes, donc qui porte un gros volet culinaire dans son dispositif, avec un qui s'appelle Richard Bosset, qui est très intéressant dans la démarche qui construit autour du culinaire, et qui a monté notamment un dispositif qui s'appelle les dîners secrets. Donc j'ai fait un mix un peu de ce que je trouvais d'inspirant sur ces grandes tables, ces dîners secrets, et on a créé donc ce dispositif un peu inédit qui s'appelle les tables Vermorel. Alors pourquoi inédit? Parce qu'en fait, l'idée c'était de faire des créations artistiques et culinaires à plusieurs mains, donc et des créations culinaires avec des chefs, et des créations artistiques avec des artistes, mais sur le même temps. Donc sur le temps de repas, des repas qui ont eu lieu dans le parc ou qui ont eu lieu cette année dans la maison quand elle a ouvert en juin. Et donc avec des tables qui sont dédiées à différents publics. Donc à la fois le grand public, à la fois les mécènes, avec un côté un peu plus VIP qu'on construit spécifiquement, et à la fois, et c'était ça qui était intéressant à creuser aujourd'hui, pour et par des jeunes, puisqu'on a travaillé 2 années de suite là, et ça a vraiment porté ses fruits, était intéressant, avec donc des jeunes dans une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire l'idée que les jeunes cuisinent pour leur famille et ne soient pas seulement consommateurs d'une offre culturelle qu'on leur apporterait un peu sur un plateau, mais qu'ils fassent eux-mêmes. Donc en l'occurrence là, ils fassent et de la cuisine, mais qui participent aussi à des ateliers artistiques, puisque l'idée c'était à chaque fois d'avoir des ateliers et culinaires et artistiques, et que les jeunes puissent participer aux deux, et que le résultat soit on sert à manger pour nos familles dans ce lieu, ou dans ce parc, ou dans cette maison.
Donc avec un peu un format de ce qu'on a appelé brigade d'amateurs, qui se retrouve voilà, dans d'autres projets de ce type-là. Et donc là, vous voyez quelques photos des jeunes qui ont pu participer, qui ont préparé les repas pour leur famille. Donc avec vraiment cette dimension de on fait à partir de ce qu'on a entre les mains. On est accompagné par des chefs. Alors, je travaillais et avec des chefs locaux et avec des chefs un peu plus renommés. On a eu l'année dernière par exemple Christian Tête-Doigt, je ne sais pas si certains connaissent un peu mieux de la gastronomie, qui est un chef étoilé à Lyon, qui était moteur et qui nous permettait nous de faire une locomotive sur le projet pour emmener les chefs locaux aussi à avoir envie de travailler avec lui. Et puis qui était aussi un effet un peu waouh pour les jeunes parce qu'ils voyaient ce chef étoilé qui arrivait avec un côté un peu respect, tout ça, mais c'est un peu comme tes musiciens de Chicago qui sont des pointures, il s'est mis complètement, il était hyper humble et hyper accessible, et ça c'était des grands moments aussi de partage d'humanité parce qu'on oubliait qu'il avait une étoile ou deux, d'ailleurs. Voilà, et on a aussi fait tout un boulot autour de ça avec ces jeunes et avec les habitants, d'autres habitants des adultes, sur ce qu'on a appelé les mémoires culinaires. Donc un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a recueilli des recettes qui tenaient à cœur à chacun de ces jeunes ou à chacune de ces femmes, en l'occurrence là sur le quartier. Et on a tissé le fil de cette recette, qu'est-ce qu'elle raconte de ce que je suis. Donc évidemment, on va souvent aller aussi chercher à cet endroit-là des histoires liées à l'immigration, de cette recette qui vient du pays, soit dont je suis partie il n'y a pas très longtemps pour certains jeunes, soit dont ma mère est issue ou ma grand-mère est issue, et du coup avec des charges émotionnelles souvent très fortes qui émergent à partir de ça. Et on a donc avec le collectif artistique avec lequel on travaille chaque année, on les amène aussi à donner à voir ces mémoires culinaires sous des formes différentes. Donc là, comme on a travaillé avec un collectif artistique en art numérique, sound design, réalité augmentée, tout ça, on a eu des résultats qui étaient des résultats sous forme d'exposition qui mixaient un peu tous ces domaines. Super. Voilà. Et Robert, j'ai super envie qu'on puisse discuter du cadre de ça, mais alors j'aimerais que tu présentes. Alors, du coup, les terrains solidaires, pareil, il y a beaucoup de sujets sur l'animation du territoire, sur qu'est-ce qu'un lieu peut faire autour de la culture, sachant que dans les quartiers prioritaires, on a plein de sujets sur justement l'accès à des services culturels, des bibliothèques de quartier qui n'existent pas ou autres. Moi, j'ai décidé de me focus sur un projet qui s'appelle Capsol, en fait, qui a été initié par une association qui est au sein donc, de l'Union solidaire, qui est portée par un habitant de la cité au bout de la rue, donc la rue de la Solidarité. Ce projet Capsule, en fait, c'est des sessions immersives en fait, qui mélangent l'apprentissage et la pratique, donc qui mélangent l'entrepreneuriat et la culture. Donc c'est des sessions capsules qui vont durer 2 semaines à 1 mois, qui vont mobiliser une dizaine de jeunes. L'idée, c'est d'aller chercher des jeunes qui sont ni en emploi ni en études, et des jeunes du quartier, ou en tout cas de l'arrondissement proche. Et on avait 2 grosses thématiques sur ces capsules. Donc on avait plus une thématique sur la création textile autour de la sérigraphie, comment créer une marque textile, mais du coup développer le produit, développer toute l'identité autour de ça, et aller un petit peu chercher aussi les fournisseurs, la réalisation, le patronage, donc vraiment autour de la création d'une marque de t-shirt. Et un deuxième focus qui était sur l'audiovisuel. Donc là l'idée c'était de réaliser un court-métrage en découvrant du coup 4 grands métiers du cinéma. Donc ça peut être l'écriture scénaristique, ça peut être le repérage du lieu, le storyboard, le jeu d'acteur également, et toute la logistique, la régie. Et en fait l'idée c'est d'accompagner des jeunes sur la réalisation de leur projet. Donc ce projet est défini en amont parce qu'il est orienté sur de l'audiovisuel ou de la marque textile, mais l'idée ensuite c'est vraiment de leur laisser le choix sur le format, le rendu, et sur vraiment le projet en lui-même. Ces sessions elles sont rythmées, elles se passent à l'Éternel Solidaire, dans les murs, mais aussi en extérieur. L'idée c'est aussi de permettre des rencontres avec des professionnels du coup de l'audiovisuel, de sortir de notre lieu, nous tiers-lieu et du quartier, et de les emmener dans d'autres espaces. Ça peut être des MJC, ça peut être des salles de ciné, ça peut être tout ce qui va toucher à ces métiers-là, et d'avoir un accompagnement, un suivi du coup avec ce lieu qui fait aussi cadre en fait. Parler de pouvoir déjeuner sur place le midi. Nous c'était des sessions où du coup les jeunes pouvaient déjeuner, c'était pris en charge le midi. Il y avait toute la question sur l'assiduité, parce que parfois c'est pas simple de mobiliser des jeunes qui vont pas à l'école, qui sont complètement démotivés parfois. Donc il y avait aussi tout
un rapport au cadre et à une certaine autonomie, une certaine confiance à avoir avec ces jeunes, tout en leur laissant aussi, voilà, je parlais d'autonomie. Qu'est-ce que je peux rajouter ? À terme, ça aboutit en fait à créer une marque. Certains jeunes ont continué en fait derrière le développement de cette marque. Sur l'audiovisuel, ça a amené à la réalisation d'un court-métrage sur la thématique des RICS. Donc en plus, on a un sujet qui était un vrai sujet de quartier chez nous, qui a pu être traité par ces jeunes-là. Et ils ont organisé du coup une projection concernant le film, donc à l'Éternel Solidaire, où ils ont pu inviter leurs amis, leurs familles, les professionnels qu'ils avaient pu rencontrer pendant leur session. Donc c'est aussi comment on valorise ce travail avec l'organisation de cet événement. Sur la création des t-shirts, en fait, ils ont organisé une vente privée au sein de notre association pour justement essayer de faire connaître un petit peu ce projet-là. Donc voilà, je peux enchaîner sur le 4 peut-être, mais du coup... Justement, ça tombe, c'est typiquement la bonne suite. Parce que je me disais, on en avait parlé un peu sur notamment ton quartier implanté avec déjà des partenaires existants. Et donc de réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait comme cadre pour mettre ça en place avec les partenaires, le territoire, etc. Et donc si tu peux parler un peu de là où tu es, dans le quartier de Danube à Paris. Je pense que ça peut être intéressant. Alors du coup, nous on est dans la rue de la Solidarité, quartier politique de la ville à Danube, qui est un des quartiers les plus pauvres encore de Paris. C'est beaucoup c'est du HBM et du HLM, la HBM Habitat Bon Marché, les ancêtres des HLM, les briques rouges, avec beaucoup de personnes âgées, isolées dans ces bâtiments. Et plus loin dans la rue, on a la Cité Blanche, donc grands ensembles typiques des années 70, avec pour le coup beaucoup de familles monoparentales et des familles nombreuses. On a un écosystème qui est super fort dans ce quartier et dans cette rue de la Solidarité, parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'associations qui militent pour ramener de la culture, pour du soutien scolaire, on a un centre d'animation également, Angèle Mercier, avec un studio de répétition. Donc il y a beaucoup d'équipements quand même et un vrai écosystème. Et donc l'idée c'était justement aussi de s'appuyer sur cet écosystème pour pouvoir faire des ponts entre les différents métiers les équipes de développement local également qui appuient, qui accompagnent, parce que ce genre de projet, il faut essayer aussi de le faire financer. Aller chercher du financement pour pouvoir réaliser ce projet avec les structures un peu plus institutionnelles dans le quartier. Nous c'était vraiment... Et après c'était vraiment le tiers-lieu, en fait, l'espace qui permettait de faire cadre, c'est un lieu qui est pas... C'est pas une salle de formation, c'est pas une école, donc du coup c'est vrai que c'est autre chose aussi dans la façon de s'installer dans une salle, de se mettre à un bureau et de travailler ensemble. On était sur une autre dynamique de par juste l'esthétique du cadre, de par l'accueil qu'on a voulu aussi donner à ces jeunes, l'accueil café le matin tout simplement, ces temps de pause le midi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé en tout cas de réfléchir ce projet. Et sur notamment les cadres financiers, etc., vos modèles, ils sont comment? Est-ce qu'ils répondent aussi, on recoupe avec ce que peut connaître l'Éternel Solidaire, par exemple, Maria? Oui, moi je suis vraiment... Voilà, c'est le lieu, c'est la pédagogie, l'espace, etc. Ça compte beaucoup. Moi je fais ça avec rien en fait. Vraiment, on n'a pas d'argent. Et je trouve que cette dimension aussi de rien faire avec rien, en fait, tous les projets, moi j'aime bien travailler aussi sur cette notion de gratuité. Pour pas... Alors, tout le débat comment on fait... En fait, je dis qu'à un moment donné, il faut des espaces aussi où on reprend en termes de culture cette dimension de gratuité pour tous. C'est-à-dire que le jeune, il va donner son temps. Alors nous, c'est vrai qu'on a un lieu. Il faut le financer, ce lieu-là. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le projet en direct. Et moi, je me bats avec la ville de Paris pour dire, ces trucs-là, faut les financer pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est pas de la démarche de projet. Je vais pas dire, je monte une activité avec tant de jeunes, donc il faut me donner 10 000 balles. Je dis financer toute la démarche pédagogique et donnez-moi 300 000 €. Donc j'ai pas encore gagné. Mais... voilà. En tout cas, nous, on essaie de faire avec rien. Et vraiment du don et du contre-don. On met déjà l'outil à disposition. Et quand les Américains viennent, oui, ça me coûte le repas. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis sur la nourriture et la cuisine et ce que ça apporte. C'est vrai que nous, c'est au cœur aussi de notre activité et de notre
façon de voir la culture aussi. Mais voilà, moi j'essaie de ne pas... c'est vrai que ça m'intéressait de savoir aussi comment c'était financé tout ton projet là sur Tu fais la transition. Super. Nous, oui. Alors nous, on est au cœur d'une collectivité. Donc du coup, on est dans une institution établie avec une sorte de sécurité financière, on va dire, relative, en tout cas par rapport à la précarité qu'on peut avoir dans certains tiers-lieux. Évidemment, nous, on a ce luxe, entre guillemets, d'être dans quelque chose d'assez institué. Même si, en fait, c'est jamais simple. Et là, bon, en ce moment, on a des exemples assez saisissants sur notamment ce qui se passe dans les Pays de la Loire. Au cœur même de la collectivité, moi, pour le coup, j'avais plutôt cette casquette d'être en interne à défendre les budgets, non pas auprès d'un bailleur de fonds externe, mais donc en interne. Je peux te dire que c'était... voilà, un petit arrachage du cheveu chaque année parce que c'était dur et que c'était loin d'être évident et que la culture reste toujours, y compris au sein des thématiques abordées dans la collectivité, le parent pauvre, ou en tout cas la dernière roue du carrosse. Puis on se dit, bon bah, voilà, elle est mignonne, là Sarah Lou avec ses super projets, mais enfin il y a d'autres choses beaucoup plus importantes dans une commune, comme le scolaire, comme des compétences obligatoires, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même une bataille à chaque fois. Après, on a, sur les financements, on a beaucoup travaillé aussi sur le mécénat, en créant un fonds de dotation pour aller chercher les entreprises du territoire, pour arriver à emmener les gens autour aussi de ce projet, y compris les entrepreneurs, parce que du coup, on considérait que les entrepreneurs étaient aussi des habitants du territoire, après tout, et qu'ils avaient sûrement des choses intéressantes à nous apporter aussi, et à apporter au projet. Donc voilà, des cofinancements publics, DRAC, région, département, enfin, ce qu'on connaît assez classique dans le montage de projet. Mais en tout cas, peut-être pour revenir un peu à ce qui aussi peut questionner et ce qui me semble intéressant à partager avec vous, c'est comment l'institution ou le lieu peuvent être porteurs aussi de cadres un peu structurants sur plusieurs années. On discutait de ça dans notre petite vidéo de la préparation. C'est vrai que ce que je constate moi beaucoup, en tout cas dans le milieu culturel, c'est que sur les liens entre EducPop et culture et les projets qui viennent mobiliser la question des droits culturels, on est beaucoup sur du one-shot, on est souvent sur des projets hyper intéressants mais assez ponctuels qui se répètent, et que je trouve qu'avoir des structures comme la MJC de Marnia ou d'autres, ou des collectivités ou des tiers-lieux qui arrivent à inscrire dans le temps des coopérations vraiment au long cours, en termes de cadre, puisque la question c'est quel est le cadre nécessaire pour ces projets-là, ça me semble absolument essentiel. Et ça manque encore beaucoup. Alors je passe peut-être déjà sur les freins, j'ai le droit. Non, vas-y, on mêle tout, c'est très bien. Ça manque encore beaucoup, il me semble, parce que justement par rapport aux représentations qu'on a, et qu'évoquait Marnia dans sa présentation aussi rapidement, qui était de dire on nous considère comme un lieu des fois juste socio-culturel et pas culturel, même si c'est un lieu culturel, mais le regard que encore dans notre milieu culturel on peut porter sur certaines MJC ou sur les centres sociaux ou quoi, est encore, je trouve, trop empreint alors mépris, le terme est peut-être un peu fort, mais il y a quand même de ça, c'est-à-dire qu'on hérite de cette histoire de conflit entre EducPop et culture que vous devez connaître, j'imagine, assez bien dans le public qui est ici dans la salle, sur l'histoire de ces deux champs et comment ils se sont petit à petit en fait séparés et clivés. Et on en hérite encore très très fortement, je trouve, aujourd'hui. Et donc, en termes de cadre, il me semble qu'il faudrait réussir, comme on le fait là, nous, dans nos structures, comme on essaye de le faire, ou on a essayé de le faire, de vraiment de porter des projets d'établissement à établissement et structurés au long cours. Et pour ce qui est, par exemple, et je terminerai là-dessus, des institutions culturelles, là je fais un peu un bas de côté par rapport au rôle que j'avais dans la collectivité où je suis, puisque là je parle plus du milieu des institutions culturelles, donc théâtre, scène conventionnée, scène nationale, SMAC, etc. Je trouve qu'on a tendance souvent aussi, et ça je l'ai vu plus avec ma casquette directrice culture, du coup, à être en situation de subventionner aussi et d'être en partenariat avec ces structures-là. On a souvent ce côté où, pour cocher la case de la subvention, on envoie notre chargé de RP ou notre médiateur culturel faire des projets avec le centre social, mais on considère que finalement, c'est dans une case bien définie. Et c'est très rare, alors si vous en connaissez, ça m'intéresse de discuter avec vous là-dessus, mais d'avoir par exemple un directeur de CDN qui va travailler avec un directeur de centre social sur un projet structurant pluriannuel entre leurs deux établissements, j'en connais pas beaucoup. Alors ça se fait de plus en plus, ça commence à bouger,
mais j'en connais pas beaucoup et je trouve que c'est notre responsabilité là pour le coup collectif, puisqu'on bosse tous dans le milieu de la culture ici, ou qu'on va y travailler, ou qu'on y travaille déjà, de voir comment on peut structurer des partenariats de ce type-là un peu au long cours, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que ça vous... Enfin, je sais qu'on avait parlé notamment avec Robin des différents partenaires qu'il pouvait y avoir sur le territoire, que c'était pas forcément facile, notamment le centre socioculturel, le quartier qui s'était complètement fermé sur lui-même. Est-ce que toi, l'État solidaire, aujourd'hui, c'est un projet qui dure, qui s'inscrit sur le temps long et qui va pouvoir comme ça perdurer? Est-ce qu'il a rencontré des partenaires avec qui il a noué des liens forts, ou c'est... j'imagine... En fait, de base, l'État solidaire, il s'est pas pensé dans une démarche d'occupation temporaire liée à de l'urbanisme transitoire, ce qui aujourd'hui crée beaucoup de tiers-lieux, qui sont des tiers-lieux qui vont durer 3 ans, voilà, pour grossir le trait. Nous, on a fait tiers-lieu au début sans le savoir, on s'est dit on va ouvrir cet espace qu'on a dans le quartier, on va développer des activités en lien avec un diagnostic qui avait été établi, mais aussi en lien avec notre propre diagnostic et les retours des habitants qu'on pouvait rencontrer, les associations présentes. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est créé, on parlait de faire rien, faire beaucoup avec rien, la frugalité. C'est clairement, on était là-dedans, nous, on avait 0 thune au début. Moi, ça a été beaucoup de bénévolat au début pour lancer cette dynamique, après essayer de créer un poste quand même, de structurer tout ça. Mais en fait, on a itéré beaucoup, on a vraiment cette vision de laboratoire où on essaye, on va tester quelque chose et si ça marche, tant mieux. Le tiers-lieu, en fait, il s'est construit comme ça. On a essayé un festival qu'on a appelé l'éphémère solidaire, ça a duré 2 mois. Et en fait, à la rentrée, en septembre 2019, les habitants venaient nous voir, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que devient l'éphémère solidaire, et c'est comme ça que l'éphémère est devenu éternel. Et c'est comme ça que cette vision long terme, en fait, on l'a toujours eue, parce que nous, on avance, on n'a pas forcément de date limite de bail, c'est négocié, ça appartient à la ville aussi, c'est un vieux bâtiment de patrimoine qui est classé, qui est un bail qui est renouvelé tous les 6 ans. Et qui est très bien négocié, qui nous permet aussi d'avoir ce modèle, on parle d'accessibilité par le prix, etc., l'accès inconditionnel, ça nous permet de faire ces choses aussi. Il y a un vrai ancrage qui se fait, et qui se fait aussi dès le début par une mise en réseau d'acteurs, et ça c'est important en effet, nous quand on porte des dynamiques comme ça, d'aller voir ce qui se passe, de participer aux réunions qu'il y a dans les quartiers, aux réunions de la ville, aux réunions associatives, d'accueillir des réunions chez soi aussi, ça permet aussi de montrer l'intérêt de ce lieu, d'un lieu vraiment, un lieu qui regroupe des acteurs, des bailleurs sociaux, des équipes de développement local, des associations de quartier, et d'arriver comme ça, justement, c'est une réflexion sur du long terme, sur ce projet de ce lieu, qu'est-ce qu'il apporte au quartier, et quelle réflexion on peut avoir. Donc nous, on construit comme ça, en tout cas. Moi, je le quitte là cette année, c'est avec difficulté que je le quitte, et en même temps, il faut aussi, à un moment donné, on a envie de porter d'autres choses, mais il faut que ces projets s'inscrivent sur du long terme, sinon ça n'a pas de sens, et ça participe derrière à des logiques de gentrification de quartier, on le voit quand ça s'arrête. Il y a plein de mécanismes qui se mettent en place quand des lieux sont pas sur du long terme. Ouais. Et tu me fais un peu la passe pour ma question d'après. Je ne pourrais pas vous la poser à tous parce qu'on va manquer de temps sinon pour les questions du public. Mais c'était plus pour toi, Maria, du coup, on parlait de gentrification, etc. Toi, c'est quoi aujourd'hui tes difficultés vraiment? Qu'est-ce qui fait défaut dans le lieu, la MJC, qui ne te permet pas d'aller au bout de ce que tu aimerais faire sur ton lieu? C'est pour ça que je te pose la question. Non, mais en fait, si dans le projet d'établissement, je vais quand même aussi rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai beaucoup de partenariats avec des institutions culturelles. Quand on va voir un festival, en fait, on les amène sur son terrain. On amène, quand on a été des marchés banlieue bleue ou son d'hiver, ils sont venus voir 1 fois, 2 fois, 3 fois la MJC, ils ont été accueillis comme on les accueille. Moi j'y crois beaucoup en fait. C'est pas juste, vous pouvez faire tous les projets super, si on veut vraiment toucher un public, parce qu'on est éternellement, si je prends là, sollicité par des structures culturelles, par la médiation culturelle, pour venir remplir des salles, pour venir remplir des musées, remplir des conférences. Alors moi, ça, en fait, ça marche pas. Alors j'ai été aussi j'ai fait ce métier aussi avant d'être directrice. Je travaille dans un musée à la médiation culturelle. Je sais ce qu'on nous demande. Et en fait, je suis allée de l'autre côté en me disant, mais en fait, ça marche pas notre truc là. Notre truc d'aller dans un musée, aller chercher le public pour venir voir une œuvre et faire... voilà, ça marche pas en fait. Moi je le fais
encore aujourd'hui, mais je le fais parce que déjà, si on parle des jeunes, on a une relation affective en fait avec les jeunes ou avec le public, nous. Parce que ce que je disais aussi quand on préparait, on aborde la question de la globalité. Les gens quand ils viennent pas juste voir un spectacle et partir. Même s'ils viennent voir 10 spectacles chez vous, ils repartent, bon, il n'y a pas de lien, ils peuvent boire un coup avec vous, mais bon, nous on les voit, on est dans la sensibilité, on est dans le quotidien. Tous les jours ils peuvent venir nous dire salut, ça va, et du coup même ces jeunes qui viennent tous les mois de jamais chez nous, bah, moi je fais de l'accompagnement socio-éducatif. Parce que ces jeunes, qu'est-ce que tu fais à l'école, où est-ce que tu en es, tes études, t'as les échecs, la vie amoureuse. On aborde vraiment toutes les questions du genre, toutes ces questions, on va les aborder mine de rien, tranquillement, en prenant une bière, en discutant, on va aborder. Donc ils viennent aussi pour ça. Et quand on fait ce travail avec les institutions culturelles, c'est ça que je leur vends. Je dis bah déjà venez me voir, venez. Moi j'ai un théâtre, j'ai le théâtre dans le 20e, théâtre ouvert, qui est juste à côté. Il se trouve que quand ils étaient en travaux, ils ont été hôtes chez nous. Ils ont loué pendant 6 mois des bureaux. Donc forcément, on a appris à se connaître. En prenant le café, en mangeant, on a appris à voir quelles étaient les tensions des uns et des autres. Ça, c'est vraiment un partenariat exceptionnel. Et pareil, on a plein de projets, mais quand à un moment on a un atelier d'écriture avec les jeunes, autour de la poésie, parce que la poésie dans certaines cultures, notamment la culture afghane, elle est très présente, et donc c'est aussi un outil exceptionnel de travailler sur cette écriture-là. Et quand j'ai voulu à un moment me dire, bah là, il faut aller un peu plus loin, et ben le théâtre ouvert a trouvé l'écrivain, la poétesse qu'il fallait, au moment où il fallait. Ils ont compris, la médiatrice culturelle, elle connaît le lieu. Et c'est beaucoup plus simple. Et là, on crée un partenariat depuis 3 ans, où on a une résidence d'autrice. Il se trouve que l'autrice, elle dort au foyer quand elle est sur Paris, elle vient de Marseille. Donc il y a un vrai partenariat, et financièrement, puisque je n'ai pas d'argent, c'est le théâtre aussi qui a pris en charge. C'est pour ça que je parlais aussi de comment on se fait financer. Je me dis que des structures qui ont ce que tu disais, elle n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a une ligne. Moi, la DRAC, si je dépose un dossier, mais alors il faut que j'explique ce que je suis. Les gens me disent, oui, alors Dati nous a parlé des MJC, mais c'est quoi? Vraiment, hein. Bah oui. Parce que là, il y a eu quand même toute cette... Il y a une méconnaissance. Une méconnaissance en disant, mais nous, on ne sait pas comment vous êtes, c'est quoi la culture, vous faites du socio-culturel. Donc je passe du temps à me dire... Puis, du coup, je préfère passer du temps à aller voir les gens qui ont l'argent pour faire, parce que vous avez des lignes pour cocher cette case, et de dire, essayons de bricoler quelque chose qui fasse que toi, ça remplit dans voilà, on bricole, hein, dans tes exigences, et de l'autre côté, c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est possible, hein. Je veux dire, théâtre ouvert, c'est la 4e année, et alors on y va, ils viennent, on fait des lectures chez nous, ils font des lectures, on a fait un spectacle ensemble, vraiment, et c'est vrai que c'est l'argent du théâtre ouvert. Mais parce qu'à un moment, on est d'accord, en se disant, toi t'as le fric, moi j'ai les publics, ça se paye. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Du coup, alors avec d'une intelligence aussi, de la finesse, et de dire, allons jusqu'au bout. Puis des fois, quand ils ont plus, en disant, là, avec cette autrice, on passe à autre chose, parce que ça fait un peu trop. Et je pense que, on le fait avec les musées aussi. Il y a la mission Vivre Ensemble, c'est un super outil quand même. Moi, je l'utilise depuis 20 ans. Parce qu'à un moment, je prends le téléphone, je sais les mots qu'il faut dire aux collègues en disant voilà, j'ai un projet sur 3, 4, 5 séances, comment ça va être pris en charge, est-ce qu'une médiatrice peut venir chez nous? C'est pas simple pour nous, mais avec certains musées, comme je vous disais à Écouen par exemple, on a fait des trucs extraordinaires. Et la personne est venue à plusieurs reprises en ramenant les facsimilés ou les choses. C'est comment sortir du côté juste, vous êtes là pour donner pourvoyeur de public, parce que souvent les structures sociales sont considérées comme juste on est là pour donner du public, puisque nous les structures culturelles des fois on les a pas, et donc on est bien content de trouver les copains du social qui nous les amènent sur un plateau. Mais c'est comment, ce que je voulais dire dans le côté de construire un projet de fond sur du long cours, c'est ce que tu fais, et ce que certaines structures culturelles autour de toi acceptent de faire avec toi, c'est comment sortir de cette posture juste de on est là pour fournir du public, mais comment construire vraiment autour des droits culturels de vous savez faire. Il y a un savoir-faire sur les droits culturels qui est hallucinant chez vous, et qu'on n'a pas toujours nous dans nos structures en fait. Après c'est la seconde. Parce qu'on va sans avoir plus pour les questions, moi on peut conclure, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant c'est
je trouve qu'on parle beaucoup de par le faire. C'est par le faire qu'on arrive à beaucoup de choses. Et que je pense qu'elle est là un peu il y a une clé de voûte là-dessus que certaines institutions culturelles n'ont pas encore complètement compris. On avait pour idée de parler de projets inspirants, mais malheureusement je pense qu'on va être trop court, puisqu'il nous reste à peine 5-10 minutes. Ça m'a inspiré. La cuisine. Si j'avais juste pu parler 30 secondes de Vas-y. l'Italie, parce que c'est Ouais. quand même un cas qui est incroyable. Du coup, moi, je suis allé en Italie, à Naples, récemment pour découvrir les communs, les espaces communs, les tons. En fait, donc, faut savoir que dans les années 2010, il y a eu un gros mouvement d'occupation d'espaces vacants à Naples, en lien avec une crise politique, sanitaire à l'époque. Et il y a eu du coup un collectif d'artistes et de travers de la culture qui a occupé un espace qui s'appelait l'Asilo ex Filangieri, qui était un couvent abandonné depuis des années. Et en fait, ce collectif a réhabilité le lieu par l'usage. Donc en gros, quand on réhabilite par l'usage, l'idée c'est en fait de penser les espaces en les aménageant au travers des activités proposées. On a envie de faire du théâtre, on va développer une salle de théâtre. On a envie de faire du sport, on va développer une salle de sport. Et dans une logique de gouvernance ouverte, avec des assemblées ouvertes toutes les semaines où les habitants, les associations décident ensemble de ce qu'ils vont faire. C'est une logique de squat, vraiment c'était un contre-pouvoir à l'époque. En fait, ce contre-pouvoir, il a réussi à créer un rapport de force avec les autorités et finalement, la communauté de Naples a créé un cadre, a légiféré sur ces occupations illégales avec l'usage civique. Et aujourd'hui, cet usage civique permet d'investir des bâtiments, souvent du patrimoine délaissé, pour y ramener des occupations et la plupart du temps culturelles. Et on avait l'exemple avec le Scunizzo Liberato, qui était une ancienne prison pour mineurs, qui était dans un couvent, qui a été occupé par des étudiants pendant ce mouvement d'occupation dans les années 2010. Ils ont pu bénéficier du coup d'une ouverture légale à travers cette notion d'usage civique. Et aujourd'hui, en fait, c'est les jeunes du quartier. Le Scunizzo Liberato, ça veut dire le voyou libéré. Et en fait, c'est des jeunes du quartier qui du coup réhabilitent l'espace, créent les activités. Là, on les voit, en fait, ils sont en train de nettoyer le terrain de foot qui est au milieu du couvent pour ensuite lancer leur match de foot. Et là, clairement, on est vraiment sur une occupation par le bas où c'est vraiment les acteurs, les habitants, les associations qui décident et qui créent le rapport de force ensuite. Et là, l'institution arrive et dit « Ok, on valide ce que vous faites, on vous accompagne, on va payer les charges, l'eau et l'électricité, et vous démerdez. » Et je trouve que c'est assez fort, cette notion juridique qu'ils ont réussi à créer en Italie. Nous, on en est vraiment loin. On a des mouvements, c'est France Tiers-Lieux et l'urbanisme transitoire. Et je trouve que ramener un petit peu de cette notion de droit d'usage et de droit à la ville aussi, par le droit culturel, mais c'est aussi le droit à la ville, tout ce que ces biens communs peuvent apporter, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, j'ai pris vraiment une claque à voir ces initiatives italiennes, et notamment à Naples. Et il y a le Québec qui est très très fort là-dessus D'accord. aussi. La Belgique aussi, Oui, plein de choses. Ouais, bah c'est ça, voilà, la petite ouverture. Alors, on va un peu déborder, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous en prie. Dans ce que tu dis, il y a peut-être aussi une notion de communauté, c'est-à-dire que peut-être que les gens ils se sentent proches de leur quartier et du coup ils ont des facilités à investir des lieux quand on les ouvre. Et j'ai l'impression que souvent la difficulté c'est aller chercher les publics. Comment on va les chercher, comment on rend un lieu en fait accessible. Donc il y a plein d'initiatives, mais c'est quand même... j'ai l'impression, en tout cas la difficulté, ma question c'était quel est l'importance justement du bénévolat et comment on peut le valoriser parce que on travaille beaucoup sans argent, avec pas beaucoup d'argent souvent. Donc comment, à votre avis Alors sur le bénévolat par exemple, nous à l'Éternel Solidaire on n'en a pas parce qu'en fait on n'arrive pas à le structurer. Le bénévolat ça demande aussi du temps, d'accompagnement. On n'a pas réussi à le faire. En Italie c'est que du bénévolat, ils sont tous bénévoles. Et donc du coup derrière c'est des contreparties, c'est-à-dire que plus tu vas donner de temps du temps pour de l'aménagement, pour de la réflexion, plus tu vas avoir toi le droit d'occuper un espace, voilà, c'est plus sur des contreparties comme ça. Il y a d'autres modèles où c'est des monnaies qui se créent. Quand tu es bénévole on te donne des clous, plus tu passes de temps à être bénévole, plus tu vas avoir de clous qui vont te permettre ensuite de payer par exemple ton repas à la cantine. Donc c'est plus des façons comme ça que moi je connais. Après Vas-y. Non, si. Moi, c'est inhérent à la structure en fait. C'est-à-dire, la structure, mon cœur de métier, c'est d'abord ça. C'est comment on amène des gens à s'approprier des espaces et de les laisser faire. Quand les jeunes viennent, c'est des bénévoles en fait. Parce que créer la programmation, moi je fais travailler le bar, c'est eux qui créent la programmation. Mais je fais la même chose avec les jongleurs par exemple. Je fais du troc.
j'ai des espaces, je les mets à dispo, eux ils viennent animer des scènes ouvertes. C'est du bénévolat. Alors après, comment je le valorise en tant que... Ils viennent vraiment prendre du temps, animer, ils font un spectacle en fait. Même les gens qui viennent jouer, ils viennent jouer gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est que c'est pour le bien commun. Et c'est l'espace MJC qui fait. Donc moi, elle est inhérente à la fonction et oui, il faut ouvrir les lieux et les équipements culturels. Bon après, c'est un autre sujet, mais on peut faire tous les tiers-lieux qu'on veut en mettant la cafette ouverte avec un prix pas cher, etc. C'est vraiment la démarche pédagogique qui fait que comment on laisse la place. Parce qu'on peut imaginer le 104, il a ouvert. Moi j'ai des espaces aussi de liberté où les gens viennent répéter gratuitement. Après, est-ce que chaque personne dans le 104 viennent aux expositions ou ils viennent utiliser simplement l'usage, consommer le lieu? Ben oui, dans Paris, des lieux ouverts, il n'y en a pas 36 000. Hein. Et là-dessus, et du coup, je rebondirais bien sur la question de la gouvernance dans le milieu culturel. Pour moi, ça vient vraiment chercher à cet endroit-là. C'est que les MJC, les centres sociaux, sont très forts, je trouve, avec des structures associatives pour vraiment, le cœur de votre métier, c'est comment t'emmènes des habitants d'un quartier à s'engager au service d'un projet et en fait développer leur pouvoir d'agir. Tu parlais de capacitation au début dans ton intro, effectivement c'est bien le propre de l'EducPop ça, de dire, or regardez dans les structures culturelles, souvent les CA qu'on a quand c'est une asso par exemple, regardez les conseils d'administration, c'est souvent malheureusement des CA qui sont là parce que c'est l'usage de faire une asso et d'avoir un CA, donc même des fois on va chercher, tu veux pas être président, trésorier, machin, ça m'arrangerait. Et au final, même les institutions, les scènes conventionnelles, ça se structurent comme ça. Et les CA ne sont pas tant constitués de gens qui ont vraiment envie de s'engager au service du projet ou du territoire, mais de gens qui sont là parce que au fur et à mesure des années, ça s'est fait comme ça et que ça continue comme il y a un usage de ça. Et je trouve qu'on aurait énormément à apprendre. Alors dans les tiers-lieux, du coup, ça se refait comme ça maintenant, mais des MJC et des centres sociaux sur comment ils arrivent à emmener des gens dans la gouvernance de leur structure. Et je trouve que ça serait déjà le premier truc à se demander quand tu diriges une scène conventionnée, par exemple, mon CA c'est quoi et comment je fais en sorte que les gens du quartier soient là et aient envie d'être là, quoi. Et donc je pense... Si je peux juste, moi c'est un petit outil dans le lieu où je travaillais au Centre, qui est un tiers-lieu à Bagnolet, culturel, et ils ont développé un outil, enfin peut-être il y a d'autres lieux qui font ça, mais qui est une mesure de l'économie contributive et justement du bénévolat. Et eux ils le chiffrent, c'est-à-dire que chaque heure de bénévolat elle est notée. Et après, en fait, ils s'en servent dans leur demande de subvention, dans leur rapport annuel, rapport d'activité, etc. Comme un argument de, en fait, tout ça, ça rentre pas dans les Excel que vous avez envie de voir. Mais au final, et donc typiquement sur le sample, 25% on va dire, du chiffre d'affaires, ou en tout cas, c'est de l'économie contributive. C'est-à-dire que c'est pas monétaire à proprement parler. Et si tu enlèves ces 25%-là, le projet, il n'existe pas. Donc c'est un autre moyen aussi on commence à visibiliser ça et d'inverser le rapport de force et trouver les outils pour. Alors après, moi je suis dans les associations. C'est une autre question, sinon on va pas. Non, mais sur la partie de valorisation du temps de bénévolat, Ouais. quand on la qualifie par exemple en horaire SMIC, moi je le fais pas en fait. Je dis que la structure ne peut pas fonctionner sans la programmation. Nous, on est 8 salariés pour gérer le foyer et la MJC. 100 bénévoles et j'ouvre du lundi au dimanche. Donc sans bénévoles, on n'ouvre pas en fait. Et on ouvre de 9h à 22h tous les jours, sauf le dimanche. Donc ces amplitudes horaires, si on n'avait que du salariat, c'est impossible. Donc c'est des bénévoles qui tiennent. Mais je ne le valorise pas en SMIC parce que je trouve qu'à un moment, je parle à un trésorier qui vient faire toute la gestion du lieu. Je ne le paye pas en SMIC horaire. En fait. Oui, je dis, je te paye en engagement, c'est bien. Nous, et puis c'est un vrai engagement politique. On n'a pas parlé de la notion politique, mais c'est un vrai choix politique. De dire, c'est des habitants qui viennent gérer un lieu et qui vont aller parler au maire, on parle en direct au maire, en lui disant, tu dois financer ce lieu. C'est un vrai démarche de citoyenneté. C'est de la formation citoyenne. Et c'est un vrai engagement. Voilà. Une question. Ouais. Alors je ne sais pas si on aura le temps, mais il y avait deux sujets que j'aurais aimé aborder. Le premier sur le contexte de gentrification que vous avez abordé au début, donc qui touche énormément le quartier. Et je voulais savoir comment vous faites pour vous assurer que l'éducation populaire reste populaire, c'est-à-dire que
les publics qui viennent chez vous sont mixtes et continuent d'être mixtes dans ce contexte sur lequel en tout cas vous n'avez pas la main parce que vous n'êtes pas la politique urbaine. Et l'autre, c'est sur l'opposition entre social et culturel que vous avez également abordé et qui transparaît encore dans votre discours, dans votre manière de parler. Vous dites vous, les sociaux, nous, les culturels, etc. Comment ça se manifeste concrètement et si vous voyez une inflexion, une évolution de ce, je ne vais pas dire rapport de force, mais en tout cas de cette manière de concevoir la ville et les différents acteurs qui font de l'éducation populaire. Ok. Alors sur la gentrification, oui, sur la gentrification, je vais me redire un petit peu, être redondante, je pense, par rapport à ce que j'ai aimé. Par exemple, la question de la cuisine, pour moi, ça m'a permis d'abolir certaines frontières. C'est ce que j'essaie d'évoquer un peu tout à l'heure. Quand on cuisine tous ensemble, il se passe des choses où, peu importe que tu sois le bobo arrivé à Lyon il y a 3 mois ou la personne du QPV d'à côté, ça permet de faire ensemble. On revient aussi à la notion de faire que tu disais. On fait quoi? On fait ensemble des choses et donc on dépasse certains clivages. Après, c'est tellement l'éternel sujet dans les structures culturelles en général, que le constat aujourd'hui, si on est dans les structures culturelles, c'est que ça reste quand même les CSP+, qui sont là. Et c'est le vrai, et c'est pour ça que je trouve que ce sujet du lien entre éduc-pop et culture, il est tellement fondamental et qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'en saisir tous, le plus possible, parce que malheureusement, ça continue à être un chantier, Donc après, sur l'évolution, ça continue à être pour moi un vrai sujet, puisque les chiffres des derniers rapports le montrent encore, que ça n'a pas bougé beaucoup là-dessus sur les publics, en tout cas des lieux institués. Après, dans les tiers-lieux, il se crée autre chose, justement. Et est-ce que les clivages sont toujours présents? Pour moi, oui, très présents, Encore vraiment très présents. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'aller chercher à cet endroit-là, d'en discuter tous ensemble, parce que pour moi, il y a encore du boulot, Alors, moi, sur la gentrification, moi, c'est une volonté claire, de la mienne en tout cas, dans le projet d'établissement, que de faire des activités de la mixité, en fait. Mais on va les chercher. On est dans Paris, des lieux pour se réunir, pour venir faire une tontine, t'en as pas beaucoup. Et donc si tu acceptes pas qu'ils viennent le faire chez toi, et que du coup tu t'intéresses à cette pratique, on est dans la notion des droits culturels, et que tu t'intéresses à cette pratique comme une vraie valorisation de participation à la vie économique, de participation de la solidarité. Moi j'ai des jeunes du foyer, budget. Au lieu de faire du budget en leur disant avec 800 balles tu dois te nourrir, te loger, faire une tontine, c'est quand même assez. J'ai pas besoin de l'expliquer, en fait, ça va venir m'aider aussi dans ma façon de faire du socio-éducatif. Donc c'est d'aller chercher aussi en disant oui, vous avez tout à fait votre place pour faire aussi votre réunion ici. Et après, dans la démarche pédagogique qu'on met en place, alors il y a plein de j'ai pas de secret, mais c'est déjà d'ouvrir la porte. Déjà. Et de dire, chacun a sa place dans ce lieu-là. Faire un événement, puisque j'ai une salle de spectacle, et la prêter à la communauté des foyers de migrants pour faire un événement autour des cultures soniquées, déjà, même si je suis très éducation populaire et que je suis et du social et du culturel, accompagner des communautés africaines à faire un événement en me disant je loue l'espace de 10h à minuit, alors que je sais qu'ils vont arriver à 18h, et c'est réel, c'est pas juste ni du racisme, ou de la représentation, ça s'accompagne aussi. Il faut vraiment être, prendre en compte c'est pas du tout les mêmes modes d'appropriation d'événementiel que nous, qui avons l'habitude, tu me files une fiche technique, mais non, en fait, ça marche pas. Donc ça m'a pris du temps, par exemple, pour comprendre. Je me suis fait violence. La première année, j'ai hurlé en disant « mais ça va pas, vous arrivez à 18h, je suis là depuis 10h, vous allez finir à 3h du matin, mais c'est pas possible, comment je paye mon régisseur ?» Et après, j'ai compris. On se fait violence et on se dit « mais non, en fait, tu peux faire toute la préparation du monde, il faut les accepter on accepte tels qu'ils sont, et maintenant
Je comprends, je dis, non, j'arriverai, il sera 15h, et puis ça ira très bien, on ne se prend pas la tête, c'est tranquille. Mais c'est important qu'ils aient ces lieux pour faire ces événements-là. Et même si l'événement, on a l'impression, alors par exemple, un truc tout con, hein, mais on fait l'événement autour des cultures soniquées, et alors moi je dis, il faut des lumières et tout, voilà, pour valoriser les musiciens. Maintenant, il faut qu'il y ait la lumière allumée dans l'espace. Alors je vais engueuler mon régisseur, je dis pourquoi t'as allumé, c'est moche. Il me dit non mais c'est comme ça, je peux pas, ils sont tous venus me dire qu'il fallait qu'il y ait la lumière allumée. Pourquoi? Parce que derrière, il y a tous les rituels, c'est une histoire d'enveloppe, et ça si on ne le sait pas, on le sait quoi. On se retrouve à être... Voilà. Et donc ça, moi je trouve que ça contribue à lutter contre la gentrification. Je vous ai dit que j'avais un urban dans ma salle de spectacle. C'est du foot en fait, urban. Donc pourquoi? Parce que je trouvais que mettre le foot comme activité culturelle dans ce lieu, dans cet espace quartier, ça gentrifie. Hein. De plus en plus, on voit, j'ai 2 boutiques bio, l'une à côté de l'autre, je ne sais pas qui achète, mais il y en a une, voilà, les boutiques s'ouvrent tout de suite. Bah, ça contribue aussi à participer au fait que de faire du foot dans la salle de spectacle. Moi, voilà. Si j'avais pas fait ça, parce que j'ai une salle de spectacle, je sais pas comment j'aurais trouvé du public pour venir voir, parce que je galère moi aussi autant que vous, hein. Quand je fais venir des trucs de danse, pour la remplir, faut la remplir, hein. Alors moi je paye pas, donc ça va, mais quand même, Après, au-delà, je pense qu'on parlait aussi de mixité sociale, je pense que l'important c'est au-delà de la mixité sociale, c'est la cohésion dans cette mixité, parce que tu peux avoir un espace avec plein de publics, s'ils se mélangent pas, s'ils n'interagissent pas, ça ne sert à rien en fait. Et moi je pense que c'est vraiment, et du coup comment nous, espace, acteurs, arrivons à créer des ponts pour que ces publics se parlent lors d'un événement qui peut toucher tout le monde, et la culture touche de toute façon tout le monde, donc c'est un peu ça aussi, moi je pense, la cohésion plus que la mixité. Ça n'empêchera pas que par exemple dans un événement, tu vas voir les bobos qui vont venir boire. Quand on demande par exemple de participer, ils vont venir avec leur petite bouteille de vin, ils vont se retrouver avec ceux qui boivent, et puis alors, tous les musulmans vont dire mais alors nous on ne boit pas. Donc il faut réussir dans le lieu à faire communauté. C'est ce que je disais du 104. C'est pas parce qu'il y a des jongleurs qui viennent à côté de ceux qui... Chacun fait son petit truc en fait. Il n'y a pas mais il y a quand même le lieu. Déjà c'est déjà pas mal. Ça existe. Alors malheureusement il est 45, donc je vous ai déjà pris 15 minutes sur votre pause déj. 40. 40. Ah oui, ça va, j'ai l'avance sur l'avance. Ah, il est 45. Et est-ce que il y avait la dernière question sur le... Mais bon, 10 minutes c'est déjà beaucoup je pense. On pourra en parler après, bien sûr, on a tout le temps, toute la journée. Merci beaucoup. Merci.